À quoi servent les associations académiques de management? Yohann Bazin, bonjour. Bonjour. Yohann Bazin, vous êtes professeur associé à l'École de management de Normandie, l'EM Normandie, campus d'Oxford, et vous êtes président de la SPSG. Qu'est-ce que c'est la SPSG? Première question. Alors c'est la Société de philosophie des sciences de gestion. C'est une des nombreuses associations académiques qui existent en France où on s'intéresse aux questions de philosophie des sciences et d'épistémologie, toujours rapportées aux sciences de gestion. Alors pour situer le contexte et donc traiter de cette question de l'utilité, à quoi servent-elles ces associations? Petit point d'abord, 24 associations qui composent le collège le collège scientifique des associations académiques de la FNEG, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion. À quoi elles servent alors? Enfin, peut-être d'où viennent-elles d'abord? Alors, d'où elles viennent en France assez récemment, le modèle de l'association académique, c'est la Société savante, qui est assez ancienne. Les premières traces, c'est 14e siècle. Il y a la Société des jeux floraux qui se crée pour distribuer des prix, plutôt littéraires et de la poésie. Puis derrière, vraiment, ce qu'on connaît comme association académique, c'est le XVIIe siècle avec la Royal Society en Angleterre et l'Académie des sciences en France de Colbert, qui ont pour mission d'organiser le travail des scientifiques, puisque la République des lettres, c'est bien beau, mais c'est épistolaire, ça laisse peu de traces et ça limite la diffusion. Et elles vont organiser un peu la création du savoir scientifique, le partage. Elles vont mettre la main sur des revues assez rapidement, même si elles sont autonomes au départ, ces revues. Et elles vont aussi, c'est la fonction de l'Académie des sciences, conseiller le pouvoir sur les travaux scientifiques et sur la manière de le promouvoir et de l'organiser. Donc les associations académiques aujourd'hui sont héritières de ces traditions-là, à ceci près, et je pense qu'on va en discuter, le fait que il y ait un déficit de position d'un certain nombre d'associations académiques sur la manière dont notre travail est organisé. Donc un travail de production, d'organisation de la production et de diffusion des savoirs. Exactement. Voilà. Alors maintenant, dans le cas des sciences du management, en particulier, donc une actualité beaucoup plus récente. Oui, puisque les associations, on va parler des principales, parce qu'après il y en a pléthore, mais l'Association française du marketing, l'AIMS pour la stratégie, l'AFC pour le contrôle, la FFI pour la finance, puis j'oublie la GRH, les ressources humaines, puis on a les grosses historiques. Elles se créent dans les années 70, 80, 90, c'est assez récent. Dans un but d'organiser, entre autres, là pour le coup, le travail académique autour de thématiques fortes, qui sont les thématiques centrales de la gestion. Mais avec, dans leur statut aussi, une volonté de se positionner et d'émettre des avis, et de représenter et d'essayer de défendre un peu les conditions de travail de leurs membres. Choses pour lesquelles on pourrait aimer les entendre un peu plus. Alors, de nombreux débats actuellement sur la liste de classement des revues, qui est élaborée par le Collège des associations dans le cadre de la gestion. Le managérialisme, c'est-à-dire une certaine propension à une forme de managérialisation de la recherche, donc de quête de performance, qui serait parfois incohérente avec les libertés académiques. Sur tous ces points-là, où on en est? Espérons-le au tout début. On a un certain nombre de critiques qui ont été faites, qui ont été publiées, qui ont été diffusées et qui font relativement consensus, en tout cas dans une partie de la communauté. Donc la dénonciation, on l'a. Les frustrations sont là. Tout le monde est fatigué. Alors, on a un système un peu particulier d'universités publiques et d'écoles de commerce privées, mais grosso modo, tout le monde est d'accord sur les dérives du système dans lequel on est aujourd'hui. Au début, j'espère, parce qu'on n'a pas encore fait de contre-proposition. Or, on est une discipline, je discutais avec des gens en psychiatrie, en psychanalyse il n'y a pas si longtemps, ils ne sont pas armés conceptuellement pour contrer le management, ce qu'on fait au nom du management, parce que ce n'est pas leur objet d'étude. Nous, c'est notre objet d'étude. Donc on a tout ce qu'il faut pour, 1, déconstruire le système, 2, en montrer les limites, 3, faire une proposition. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire revenons à un âge d'or qui n'a jamais existé, mais de construire un système tenable aujourd'hui, mais qui évite les écueils dans lesquels on est. Alors, au regard de ces questions, on imagine qu'il n'y a pas forcément une voie unique. Voilà, selon les associations, il doit y avoir des positionnements aussi différents, des enjeux disciplinaires différents.
Oui, et selon les associations, puis selon les institutions. Mais si on pouvait avoir un peu de polyphonie sur le sujet, ça serait pas plus mal. L'idée n'est pas que l'AIMS se positionne sur les instruments de contrôle et que l'AFC parle de ressources humaines. Mais avec les grandes associations académiques, et même celles qui sont créées plus récemment et qui sont plus petites, on a tout ce qu'il faut et toutes les expertises pour se positionner là-dessus et pour déconstruire le système. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse ensemble d'une voix ? Pourquoi pas ? Ça demandera aussi de se rencontrer et de négocier. Si déjà on le faisait indépendamment, de manière autonome, peut-être un peu cacophonique, on aurait aussi un certain nombre de propositions qui ne seraient pas inintéressantes. Donc la voie unique ne va pas être évidente. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse corps. Mais déjà, si on s'en saisissait dans des îlots de réflexivité, ça serait déjà pas mal. J'évoquais 24 associations. Tout de suite, on se dit 24, ça fait beaucoup. Vous l'avez vous-même évoqué. Aux États-Unis, on a en tête l'AOM, l'Academy of Management. Alors on se dit, pourquoi pas un AOM français, par exemple? Pourquoi pas une grande association? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je représente une toute petite association, donc j'ai aucun problème sur le fait qu'effectivement, on commence à être un peu nombreux. Alors, la FNEJ et le Collège des associations scientifiques est en train d'essayer de mettre en place un certain process. Mais c'est vrai que il faut se réfléchir à la multiplication des associations. L'AOM regroupe une grande partie, mais pas tout le monde. Il faut savoir qu'à l'intérieur de l'AOM, qui fait des colloques avec des milliers et des milliers de personnes, il y a un certain nombre de tracks en dessous qui sont organisés depuis Management Education, Organization and Management Theory. Voilà, ils sont subdivisés quand même, donc ça peut être un chapeau. Et puis il y en a à l'extérieur. Il y a la Western Academy of Management, qui a aussi une autre publication. Il y a une association autonome en stratégie. Donc ils ont aussi une diversité d'organisations. L'avantage de l'AOM, c'est que ça permettrait de défendre un certain nombre de choses. Mais l'AOM est une émanation pure de la communauté académique. Alors, dernière question, dans les missions du Collège scientifique des associations, de la FNEJ, vous avez évoqué le classement, donc la liste de classement des revues, vous en avez parlé, l'organisation de la semaine du management, qui est un moment important de la communauté pour se retrouver, et l'organisation des prix de thèse. Donc, mécaniquement, on se dit, est-ce que la FNEJ, finalement, ce n'est pas le lieu qui pourrait être le bureau, entre guillemets, enfin, cette sorte d'AOM? Alors, la SPSG, on a rejoint assez tardivement le collège, donc je n'ai pas tout l'historique. Ce que je sais, c'est que ça, il faut rendre hommage à Pierre-Louis Dubois, qui a voulu faire de la FNEJ une plateforme en offrant un certain nombre de ressources, d'organisation, de diffusion, mais aussi financières et humaines, aux associations académiques. Donc ça a fait de facto de la FNEJ une plateforme à l'intérieur de laquelle s'est organisé un certain nombre de choses. Ceci étant dit, la FNEJ n'est pas une émanation directe de la communauté académique. Donc là, on a un découplage qu'il faut examiner et sur lequel il faut qu'on se pose des questions. La FNEJ a proposé une plateforme, mais si on regarde le classement en détail, ça n'est pas le classement de la FNEJ, on l'appelle classement de la FNEJ, c'est le classement des revues du Collège des associations scientifiques de la FNEJ. Donc, il y a là un découplage qu'il faudra peut-être travailler et sur lequel il faudra peut-être se positionner. Je ne sais pas si la FNEJ sera vraiment le lieu de cette réflexion-là. Peut-être qu'il faut qu'on la porte de manière complètement autonome. Avec des sujets de gouvernance, on imagine. Avec aussi des sujets de gouvernance et notamment, mais le collège scientifique s'en est un peu saisi récemment, de comment sont faites les nominations, quelles sont la répartition des responsabilités, qu'est-ce qu'il y a exactement derrière. Mais peut-être qu'on va finir par faire un procès d'intention à la FNEJ qui est caduque. Peut-être qu'il faut juste qu'on ne mette pas la FNEJ au centre de toute l'organisation de notre communauté académique. À partir du moment où on la pense comme une plateforme qu'a offert Pierre-Louis Dubois avec un certain nombre de ressources, on collabore avec elle, mais on ne va pas lui reprocher d'être ce qu'elle est. Peut-être que c'est à nous aussi un moment de ne plus être dans le confort de la plateforme et de s'autonomiser en termes de structure et d'organisation. Et d'inventer autre chose. Et d'inventer autre chose. Très bien, merci Yann Bazin. Merci.